Bokassa. Donc, je vais devoir vous présenter un cas clinique que nous avons débattu sur le forum. Je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ont suivi de loin sans vraiment y participer. Bon, voilà, donc on a parlé avec Anifa et on s'est dit qu'on essaiera de faire en profiter au plus grand nombre possible. Donc voilà, c'est une espèce de cas clinique virtuel, comme on a dit. Il y a certains amis qui ont participé vraiment de façon très intense au débat. Donc voilà, le cas clinique en fait, il s'agit d'un monsieur et comme Olivier l'avait qualifié, des patients qui mettent ensemble de problèmes contradictoires. En fait, c'est un patient de 80 ans donc qui est suivi régulièrement pour fibrillation auriculaire, mais c'est un patient qui est non anticoagulé parce qu'il a des forts antécédents des hémorragies digestives basses. Donc pour cette raison-là, il n'est pas anticoagulé. Alors, j'aimerais vous préciser que le patient n'a pas d'hémorragie active présentement. Donc pour le moment, cela est contrôlé, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment quelqu'un qui a eu des antécédents très très forts des hémorragies. Et par rapport à ça, il y a beaucoup d'investigations qui ont été faites, même des investigations invasives. Donc, je parlerai de la colonoscopie et autres pour pouvoir exclure des cancers colorectaux, des maladies inflammatoires digestives comme le Crohn et autres. Et on a même essayé de ratisser plus large en faisant des scopies ésophago-gastro-duodénales. Mais dans tout ça, on n'a pas trouvé une cause vraiment probante qui justifierait ces hémorragies-là. Mais bon, comme je l'ai dit, pour le moment, c'est contrôlé. Il n'y a pas d'hémorragie active. Alors, le problème qui nous a vraiment amené à pouvoir amener au débat ce cas clinique, c'est que ce patient, jusque-là, sous contrôle, avec toute la médication par rapport à ces différentes pathologies, dont la fibrillation auriculaire, mais ces derniers temps, le patient a commencé à présenter une douleur au niveau de la jambe droite. Donc, mais il n'y avait pas de rougeur, pas de chaleur, mais quand même une légère tuméfaction de cette jambe-là quand on compare avec la jambe opposée. Et le médecin généraliste qui suivait le patient a estimé important de pouvoir faire d'abord un test d'orientation parce qu'il commençait, il y avait une suspicion d'une thrombose veineuse profonde. Il a demandé un test de D-dimer qui est un test d'orientation, comme je l'ai dit, mais qui a une très très grande valeur prédictive négative. Donc voilà, le test de D-dimer a été fait et les résultats sont revenus très très élevés, ce qui nous orientait vraiment vers une thrombose veineuse profonde, mais il fallait avoir poussé les investigations un peu plus loin pour pouvoir déterminer réellement s'il s'agit d'une thrombose veineuse profonde ou pas. Alors, il y a un Doppler de membre inférieur qui a été demandé et fait. Et là, les résultats étaient sans appel. Donc, messieurs, a une thrombose veineuse profonde. Alors, vous savez, avec la thrombose veineuse profonde, le risque le plus important, immédiat, imminent, c'est que ça puisse évoluer et puis nous en arrivions à une embolie pulmonaire. Alors, ce qui est embêtant avec ces patients, comme je l'ai dit à mon introduction, c'est que il a une fibrillation auriculaire, il est non anticoagulé, il a des antécédents d'hémorragie digestive basse. Donc là, il y a un problème de thrombose veineuse profonde. Il faut soigner ces patients. Alors, le patient a été envoyé à l'hôpital parce que, je vais situer un peu le contexte, c'est un patient qui résidait dans une résidence médicalisée pour personnes âgées. Euh, Jusque-là, c'est un patient qui est en forme,
Il se déplace avec un fauteuil roulant, donc la mobilité est quand même assez réduite. Et puis, il y a une autre condition qui va avoir un impact sur le traitement, c'est que sa fonction rénale est quand même assez compromise. Donc, ce que je sais, j'ai pas des chiffres exacts, mais ce que je sais, c'est que il est au-dessus de 35 environ de clairance de la créatinine. Voilà. Donc, en plus, c'est un patient, dans des pays occidentaux, les patients peuvent déterminer leur niveau de soins. Donc, pour lui, il est encore lucide. Il a demandé à ce qu'il y ait des soins actifs et puis avec RCR. PCR pour ceux qui évoluent dans des contrées anglophones, je crois que ça vous parle un peu plus. Voilà, donc ce patient ne devait pas traîner là, il a été envoyé à l'hôpital. Et jusque-là, moi, je n'ai pas encore de retour sur le traitement qui a été donné à ce patient-là. C'est pourquoi j'ai amené cette question au débat pour que ensemble nous puissions cogiter un peu, essayer de voir si c'était notre patient, qu'est-ce que nous allions faire. Donc voilà, il y a eu trois amis qui ont intervenu, chacun a apporté des arguments très très solides pour telle façon de pouvoir le prendre en charge. Moi, je n'ai pas tellement donné un point de vue sur le traitement, je voulais plus écouter les amis et puis de temps en temps faire des commentaires. Donc voilà, mais bon, au décours de tous ces commentaires, du débat qui a suivi, j'avais pensé dans un premier temps qu'on pouvait, pour ce patient, mettre un filtre d'interruption au niveau de la veine cave. Mais bon, avec les discussions, les amis m'ont fait comprendre que avec une fonction rénale qui n'était pas au top, déjà compromise, donc l'interruption, les filtres d'interruption va demander à ce qu'on puisse utiliser aussi des produits de contraste, ce qui risque de nous amener encore d'autres problèmes en plus de ce que nous avons déjà et qui sont déjà complexes, il faut le dire. Donc voilà. Mais entre-temps, j'ai quand même essayé de m'informer et auprès d'autres professionnels de la santé, notamment les pharmaciens. Donc là, j'ai présenté un peu le cas et d'après les pharmaciens, la warfarine, par exemple, c'est un produit, un anticoagulant qui est très très bien, même chez les personnes qui sont en insuffisance rénale assez avancée. Mais le hic par rapport à ce patient, c'est que la warfarine, par rapport aux autres anticoagulants, présente un risque de saignement assez élevé. Alors que on peut jouer avec la clairance comme chez ces patients. Donc les héparines à bas poids moléculaire peuvent faire l'affaire. Et donc des produits comme enoxaparine, tinzaparine, chez ces patients, ça peut vraiment faire l'affaire. Et bien sûr, on va faire aussi des contrôles réguliers de formule sanguine complète ou bien numération de la formule sanguine, et notamment rechercher le nombre de plaquettes pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes, par exemple, qui sont dus à l'utilisation d'héparine. Voilà, donc c'est ça un peu moi ce que j'ai à vous dire. Donc là, trêve de bavardage, je vais vous laisser suivre dans la suite de cette vidéo les avis de mes chers confrères qui ont participé activement à la discussion. Il s'agit d'Olivier, Eric et puis Gauthier. Donc ils vont vous donner leurs avis par rapport à ça. Donc bonne continuité dans la suite de cette vidéo. Allez, à plus.